Beaucoup de gens pensent que, chez Rousseau, la volonté générale, c'est simplement la majorité qui décide. Mais si c'était juste ça, alors son contrat social ne serait qu'un mode d'emploi pour écraser l'individu au nom du bien commun. Alors la vraie question est la suivante, qu'est-ce que Rousseau appelle exactement volonté générale, et comment peut-elle fonder la liberté au lieu de la détruire? Et c'est ce que nous allons éclaircir. Nous allons faire 3 choses, simplement, sans jargon. D'abord, comprendre ce que Rousseau appelle un contrat social. Pas un papier qu'on signe, pas un détail juridique, mais l'idée qui rend l'autorité légitime. Ensuite, distinguer 2 choses que l'on confond tout le temps. La volonté de tous, c'est la somme de nos intérêts particuliers. La volonté générale, c'est ce qui peut valoir pour tous, même quand nos intérêts s'opposent. Enfin, regardez le point le plus délicat. La phrase qui choque, celle qu'on cite pour attaquer Rousseau, ou pour le défendre trop vite. Et voir ce qu'elle veut dire dans sa logique, et surtout ce qu'elle peut devenir quand on la transforme en slogan. Pour comprendre Rousseau, il faut partir d'un problème très concret. Comment vivre ensemble sans que le plus fort impose sa loi, et sans que chacun fasse la guerre à tous les autres? Rousseau répond, il faut une règle commune. Mais cette règle ne doit pas être la volonté d'un homme, ni la coutume d'une élite. Elle doit venir de ceux qui obéissent. Sinon, on n'a pas une société libre, on a une société domptée. C'est là que le contrat social entre en scène. Non pas comme une utopie romantique, mais comme une question de fond. Qu'est-ce qui fait qu'une loi est la nôtre, et pas une loi qu'on subit? Et si une loi est vraiment la nôtre, alors obéir n'est plus exactement se soumettre. C'est l'idée centrale, et elle est plus fragile qu'elle n'en a l'air. Il y a 3 malentendus très répandus, et ils sont presque toujours la même porte d'entrée vers une lecture fausse de Rousseau. Premier malentendu, la volonté générale, c'est la majorité. On imagine une addition. On compte les votes. Et ce qui sort du calcul devient automatiquement l'intérêt commun. Mais Rousseau ne parle pas d'un simple résultat. Il parle d'un principe. La majorité peut vouloir quelque chose qui avantage son camp, son moment, son émotion. La majorité peut se tromper. Elle peut être pressée. Elle peut être manipulée. Donc si la volonté générale n'est que la majorité, elle n'a aucune autorité morale particulière. Elle n'est qu'une force numérique. Deuxième malentendu, Rousseau veut effacer l'individu. C'est l'idée la plus populaire chez ceux qui le détestent. On se dit, il sacrifie le « moi » au « nous ». Mais chez Rousseau, la question n'est pas d'écraser l'individu. La question est de comprendre ce que signifie être libre dans une société. Car si ta liberté consiste à faire tout ce que tu veux, alors dès que tu vis avec d'autres, tu redeviens dépendant. Dépendant du plus riche, du plus fort, du plus nombreux, ou du plus violent. Donc Rousseau ne nie pas la liberté. Il la redéfinit. Et cette redéfinition est dérangeante, parce qu'elle demande une règle commune. Troisième malentendu, la phrase « on le forcera d'être libre » est une justification de la violence politique. C'est la formule qui fait peur. C'est celle qu'on cite comme preuve que Rousseau est dangereux. Et il y a une part de vérité dans cette inquiétude, mais pas là où on croit. Le problème, ce n'est pas que Rousseau célèbre la contrainte. Le problème, c'est que sa logique peut être détournée très facilement. Parce qu'elle repose sur une condition fragile. Il faut que la loi soit réellement l'expression du commun. Et il faut que, le commun, ne soit pas confisqué par quelqu'un qui parle au nom des autres. Sinon, la volonté générale devient un masque. Et la contrainte devient un abus. Donc ces 3 malentendus sont liés. On confond la majorité avec le commun. On confond une définition exigeante de la liberté avec une haine de l'individu. Et on confond une logique de légitimité avec une permission de tout faire. Maintenant, on peut entrer dans le cœur. Qu'est-ce que Rousseau appelle vraiment le contrat social? Et pourquoi, dans sa logique, la volonté générale n'est pas un chiffre, mais une idée? Pour comprendre Rousseau, il faut accepter une idée simple, mais contre-intuitive. Le contrat social n'est pas une histoire sur la naissance de l'État. C'est une histoire sur la naissance de la légitimité. Et pour y arriver, Rousseau construit son raisonnement en 3 mouvements. Premier mouvement, pourquoi un contrat? Imaginons la liberté, naturelle. Faire ce qu'on veut. Prendre ce qu'on peut. Ne dépendre que de sa force. Ça ressemble à une liberté totale,
mais en réalité, c'est une liberté fragile. Parce qu'elle n'existe que tant que personne ne peut te dominer. Dès que quelqu'un est plus fort, plus armé, plus organisé, ta liberté s'évanouit. Tu vis sous la menace. Tu deviens prudent. Tu négocies ta survie. Et tu obéis déjà, mais tu obéis à la peur. Rousseau dit, une société digne de ce nom ne peut pas se fonder sur cette dépendance. Elle doit transformer la force en droit. Et c'est là qu'intervient le contrat. Non pas comme un papier, mais comme un principe. Nous acceptons tous de lier nos actions à une règle commune. Mais à une condition, cette règle doit être la nôtre. Deuxième mouvement, qu'est-ce qu'on échange? Rousseau ne dit pas « renonce à la liberté ». Il dit « change de liberté ». Tu perds une liberté sauvage, incertaine, qui dépend des rapports de force. Tu gagnes une liberté civile, protégée par des lois. Mais surtout, tu gagnes une autre chose, plus subtile. Tu gagnes l'idée que tu n'es plus un simple individu qui se défend. Tu deviens une partie d'un tout politique. Et ce tout n'est pas une foule. C'est un corps, avec une volonté propre. C'est ce que Rousseau appelle le souverain. Et là, tout devient dangereux si on ne comprend pas. Parce que, souverain, ne signifie pas un roi, ni un gouvernement. Chez Rousseau, le souverain, c'est le peuple en tant que peuple. Pas en tant que somme d'opinion. En tant que source de la loi. Troisième mouvement, la volonté générale, ce que c'est vraiment. On confond souvent deux choses. La volonté de tous, c'est l'addition de nos intérêts particuliers. Chacun veut plus pour lui. Moins d'impôts pour moi. Plus d'avantages pour mon groupe. Plus de sécurité pour mon quartier. Et si on additionne tout ça, on obtient une liste de désirs. Mais une société ne tient pas sur une liste de désirs. Elle tient sur une règle qui peut valoir pour tous. La volonté générale, chez Rousseau, c'est précisément ça. Ce n'est pas ce que la plupart veulent aujourd'hui. C'est ce qui peut être voulu en tant que membre d'une communauté, sans trahir l'idée même de communauté. C'est une volonté qui regarde le commun. Et c'est pour ça que Rousseau insiste sur une condition. La volonté générale vise l'intérêt commun. Si elle vise un intérêt de faction, elle cesse d'être générale. Elle devient une volonté particulière déguisée. Et là, tu comprends pourquoi Rousseau sépare si radicalement le commun du simple nombre. Parce que le nombre peut gagner par force. Mais le commun ne peut exister que comme règle. Une règle dont chacun peut dire, même si elle me dérange, elle est juste. Et maintenant, on arrive à la phrase qui choque. On le forcera d'être libre. Dans la logique de Rousseau, elle veut dire ceci. Si quelqu'un refuse la loi commune tout en profitant de la protection de la communauté, il refuse le pacte. Il veut les avantages sans la règle. Le contraindre, ce n'est pas le briser pour le plaisir. C'est le ramener dans la condition qui rend la liberté civile possible. Mais tu sens immédiatement le problème. Tout dépend d'une question. Qui décide que la loi exprime vraiment le commun? Et c'est exactement là que commence le point le plus important. Le debunk. Les dérives. Et ce qui reste flou chez Rousseau, ou du moins explosif. C'est ici que tout se joue, parce que Rousseau est à la fois puissant et vulnérable. Puissant, parce qu'il donne une idée exigeante de la liberté. Vulnérable, parce que cette idée peut devenir une arme, si on oublie ses conditions. Alors on va faire deux choses. D'abord, corriger proprement les malentendus. Ensuite, regardez le cœur du risque, comment une volonté générale peut être confisquée. Premier debunk, non, la volonté générale n'est pas la majorité. On peut très bien avoir une majorité qui défend un intérêt de groupe. Une majorité qui vote une loi qui écrase une minorité. Une majorité qui veut un avantage immédiat au détriment de la justice. Dans ces cas-là, Rousseau dirait, vous avez une volonté de tous, pas une volonté générale. Vous avez un rapport de force, pas un principe commun. Mais attention. Ça ne veut pas dire qu'il existe un vrai commun, magique, accessible sans débat. Ça veut dire que la volonté générale est une exigence. Une idée qui oblige la décision politique à se justifier autrement que par le nombre. Deuxième debunk, non, Rousseau n'efface pas l'individu. Ce qu'il attaque, c'est l'individu isolé, livré au marché de la force et des dépendances.
Il veut un individu capable de dire « Je suis libre parce que je ne dépends pas d'un maître ». Mais pour ça, il faut une loi commune. Donc l'individu n'est pas nié. Il est replacé dans une condition où sa liberté peut tenir debout. Et c'est exactement ici que Rousseau devient difficile pour notre époque. Parce que nous avons pris l'habitude de confondre liberté et absence totale de contrainte. Or Rousseau dit, l'absence de contrainte peut te livrer à la contrainte des autres. Troisième de Binck, non, forcer à être libre n'est pas une célébration de la violence. Dans son idée, c'est la conséquence logique d'un pacte. Si tu refuses la règle que tu as acceptée, tu refuses la liberté civile que cette règle rend possible. Mais voici le point critique. Cette phrase ne tient que si deux conditions sont vraies. Condition numéro 1, la loi est réellement la loi de tous, et pas l'ordre d'un groupe. Condition numéro 2, celui qui obéit peut se reconnaître comme auteur, au moins en droit. Si ces conditions tombent, la phrase devient monstrueuse. Elle devient le prétexte parfait pour dire « je te contrains pour ton bien ». Et là, Rousseau n'est plus une théorie de la liberté. Il devient un vocabulaire pour l'oppression. C'est le danger central. Et maintenant, on touche la zone controversée. Parce que Rousseau ne donne pas une solution technique simple. Il ne te dit pas « voici une machine institutionnelle qui garantit à 100% la volonté générale ». Il te décrit plutôt un idéal, et des situations qui le menacent. Et ses propres réponses peuvent inquiéter. Par exemple, il se méfie des factions. Il se méfie des intérêts organisés. Il imagine que, si les citoyens délibèrent correctement, le commun peut émerger. Mais dans la réalité, les citoyens ne délibèrent pas dans le vide. Ils ont des médias, des groupes, des inégalités, des pressions, des peurs. Donc la question devient, comment empêcher l'idée du commun d'être kidnappée? Et c'est là qu'on comprend le paradoxe final. La volonté générale est censée protéger la liberté. Mais elle peut devenir l'argument ultime pour supprimer toute contestation. Il suffit qu'un pouvoir dise « je suis la volonté générale ». Et si personne ne peut vérifier, alors la notion se retourne. C'est pourquoi Rousseau est si souvent invoqué par des camps opposés. Certains y voient la racine du totalitarisme. D'autres y voient la base de la souveraineté populaire. Et la vérité, c'est que son concept a deux faces. Une face lumineuse. Il dit, l'autorité n'est légitime que si elle vient de ceux qui obéissent. Une face dangereuse. Si on efface la procédure, le débat, et la pluralité, le commun devient un masque. Et maintenant, on peut conclure proprement. En résumant ce que Rousseau nous donne, et ce qu'il nous force à surveiller. Alors, qu'est-ce qu'on garde, au final, de Rousseau, quand on enlève les slogans et les caricatures? On garde d'abord une idée simple. La force ne suffit jamais à faire du droit. Une société peut obéir par peur, par habitude, par fatigue. Mais elle n'est libre que si elle obéit à une règle qu'elle peut reconnaître comme la sienne. C'est ça, le cœur du contrat social. Ensuite, on garde la vraie définition de la volonté générale. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la somme des intérêts. C'est l'exigence d'un commun. Une règle qui vise ce qui peut valoir pour tous, et pas seulement pour un camp. Une règle qui demande autre chose que le nombre. Elle demande une justification. Et enfin, on garde le paradoxe. La liberté, chez Rousseau, n'est pas l'absence de contrainte. C'est une contrainte qui change de nature. On ne dépend plus d'un maître. On dépend d'une loi. Mais cette loi n'a de sens que si elle ne peut pas être confisquée. C'est pour ça que Rousseau reste actuel. Parce qu'il ne nous donne pas une formule confortable. Il nous donne une vigilance. À chaque fois que quelqu'un dit « c'est pour l'intérêt général », la vraie question rousseauiste est la même. Qui parle? Au nom de qui? Avec quelle procédure? Et avec quel droit de contester? Si tu retiens ça, Rousseau cesse d'être un nom de manuel. Il devient une clé. Une clé pour distinguer la souveraineté populaire d'un simple habillage de pouvoir. Alors je te pose la question pour finir. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble le plus difficile? Construire une volonté vraiment commune. Ou empêcher qu'on la transforme en slogan pour faire taire les autres? Si tu veux, dans la prochaine vidéo, on peut faire un exemple concret.
prendre un débat actuel, et tester, à la manière de Rousseau, ce qui relève de la volonté de tous, et ce qui pourrait prétendre au commun.